Tu es trop abîmé pour que quiconque puisse t'aimer, a déclaré maman à Noël. J'ai souri et j'ai ouvert mon téléphone, envoyé à maman l'album de mariage. Son téléphone a sonné. 400 invités. 0 membre de la famille. La première photo, moi avec le gouverneur. La main de maman s'est figée. La table du dîner de Noël est devenue silencieuse. 12 parents se sont arrêtés au milieu de leur conversation. La main de ma mère tremblait alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone, son verre de vin oublié. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle murmuré. « Mon mariage » ai-je dit calmement. « Fais défiler. Il y a 847 photos au total. N'hésite pas à prendre ton temps. » Je l'ai regardé balayer l'écran. Son visage est passé de la confusion à la pâleur, puis à une teinte cendrée. Papa s'est penché par-dessus son épaule, sa fourchette tombant bruyamment dans son assiette. « C'est le gouverneur Richardson » a-t-il dit d'une voix étranglée. « Et est-ce que c'est le PDG de Meridian Technologies et le procureur général de l'État ?» Continue de faire défiler, ai-je suggéré. Tu trouveras des photos avec 3 PDG d'entreprises du Fortune 500, 2 sénateurs, un lauréat du prix Pulitzer, et environ 300 autres personnes qui, apparemment, ne pensent pas que je suis trop abîmé pour être aimé. Ma tante Karen, toujours la pacificatrice, s'est éclaircie la gorge nerveusement. Alex, ma chérie, quand es-tu mariée? Il y a 2 ans. Une magnifique cérémonie au jardin botanique. 400 invités, un quatuor à cordes, un gâteau à 7 étages, réception au Metropolitan Club. J'ai bu une gorgée d'eau. Vous l'auriez su si vous aviez été invité. Nous n'avons pas été invités à ton mariage. La voix de maman s'est élevée, attirant l'attention de la table des enfants. Non, ai-je dit simplement. Vous ne l'étiez pas. Et avant que vous ne demandiez pourquoi, peut-être devrions-nous discuter de ce que vous m'avez dit il y a 3 ans. Vous vous souvenez? Juste ici, à cette table. Dîner de Noël 2021. Le silence était assourdissant. Vous m'avez dit que j'étais trop brisé pour l'amour. Que mes problèmes me rendaient indigne d'être aimé. Que je devrais accepter d'être seul parce que personne ne voudrait jamais de quelqu'un avec mon bagage. J'ai gardé une voix égale, conversationnelle. Alors, j'ai pris une décision ce jour-là. Quiconque croyait que j'étais indigne d'être aimé ne méritait pas d'être témoin du fait que je sois aimé. Le commentaire avait été désinvolte, presque lancé en l'air. Nous discutions des fiançailles de ma cousine Émilie quand maman s'est tournée vers moi. Ne t'inquiète pas, Alex. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Certaines personnes sont simplement trop abîmées. J'avais figé ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Pardon? Ta thérapie, ton anxiété, tous ces problèmes de tes 20 ans. Les hommes ne veulent pas gérer ça. Elle l'avait dit gentiment, comme si elle voulait m'aider. Il vaut mieux l'accepter maintenant que de continuer à espérer. Papa avait hoché la tête. Ta mère a raison. Concentre-toi sur ta carrière. Au moins, tu réussis professionnellement. J'avais quitté ce dîner plus tôt, rentrant chez moi en voiture dans un état second. Trop abîmé, indigne d'être aimé, brisé. Les mots avaient résonné dans ma tête pendant des jours. Mais voici ce qu'il ne savait pas. J'étais en couple depuis 6 mois avec le Dr James Morrison, un chirurgien cardiovasculaire de renom que j'avais rencontré lors d'une conférence sur la technologie médicale où mon cabinet faisait une présentation. Il était brillant, compatissant, et absolument fasciné par mon esprit. « Tu es la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée », m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. Ta façon de penser, ta façon de résoudre les problèmes, tu es extraordinaire. Quand je lui ai raconté ce que mes parents avaient dit, sa réponse a été immédiate. Ils ont tort, et ils ne méritent pas de faire partie de notre histoire. Il m'a demandé en mariage 4 mois plus tard, de manière intime, parfaite, juste nous deux sur une plage à Maui. Et quand nous avons commencé à planifier le mariage, nous avons pris une décision très claire. Mes parents n'y seraient pas. Ni aucun membre de la famille qui avait été témoin de ce dîner de Noël et n'avait rien dit. « Qui veux-tu vraiment à notre mariage ?» avait demandé James, étalant les propositions des fournisseurs sur notre table de salle à manger. J'avais réfléchi attentivement. Les gens qui nous ont célébrés depuis le début. Les gens qui me voient comme entière, pas brisée. Les gens qui ont gagné le droit d'être témoins de notre bonheur.
Nous avons établi une liste d'invités de 400 personnes, des collègues de mon cabinet de conseil, le réseau médical de James, des amis de l'université, mon mentor du MIT, le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif où je siégeais. La famille de James qui m'avait accueilli à bras ouverts. Pas une seule personne de ta famille, avait demandé doucement la mère de James. Même pas ta grand-mère? Mamie Rose a entendu maman me traiter d'abîmé et a hoché la tête en signe d'approbation, ai-je dit tranquillement. Elle était d'accord que je devais accepter mes limites. Alors, non, même pas mamie. La mère de James m'avait serré dans ses bras. Alors nous sommes ta famille maintenant. Nous tous. Et il l'était. Ses parents me traitaient comme une fille. Sa sœur est devenue ma plus proche confidente. Sa famille élargie m'a complètement adopté. La planification du mariage est devenue une joie. Pas de disputes sur les listes d'invités ou les plans de table. Pas de commentaires passifs-agressifs sur mes choix. Personne pour me dire que j'étais trop difficile ou trop abîmé ou trop. Juste de l'amour, du soutien, de la célébration. Nous avons engagé les meilleurs organisateurs de la ville, sans regarder à la dépense. Les jardins botaniques pour la cérémonie, une serre en verre remplie d'orchidées et de roses. Le Metropolitan Club pour la réception, élégance art déco, lustre en cristal, orchestre live. Ma robe était une création sur mesure de Vera Wang. James portait un smoking Tom Ford sur mesure. Et la liste des invités, elle se lisait comme le gratin de l'élite professionnelle de New York. Le gouverneur Richardson, qui avait travaillé avec mon cabinet sur des projets d'infrastructure de l'État. Le sénateur Williams, sur le projet de loi de santé duquel j'avais été consulté. Les PDG de 3 entreprises du Fortune 500 qui avaient engagé mon cabinet. Le doyen de la faculté de médecine de Columbia où James enseignait. La journaliste lauréate du prix Pulitzer Michelle Chin qui avait fait mon portrait professionnel. 400 personnes qui me voyaient comme réussi, capable, et entièrement digne d'être aimé. 0 membre de la famille. Des regrets, m'avait demandé James la veille du mariage. Aucun, avais-je dit honnêtement. Ils ont choisi de me voir comme brisé. Je choisis d'être célébré par des gens qui me voient comme entière. Le mariage a été parfait. Absolument parfait. J'ai descendu l'allée au son du canon de Pachelbel. Mon mentor, le docteur Patricia Chin, à mon côté. Les yeux de James étaient humides quand il m'a vu. Nos vœux étaient personnels et profonds. La réception a été légendaire. Le discours du gouverneur Richardson a fait pleurer les gens. L'orchestre a joué jusqu'à 2 heures du matin. La danse, les rires, la joie, c'était tout ce dont j'avais rêvé. Et ma famille n'avait aucune idée que cela s'était même produit. Pendant 2 ans, j'ai maintenu la séparation avec soin. J'assistais toujours aux grandes fêtes de famille, Thanksgiving, Noël, Pâques, mais je venais seul. Quand on m'interrogeait sur ma vie personnelle, j'esquivais. Je me concentre toujours sur le travail, disais-je. C'est probablement mieux ainsi, répondait maman, avec ce ton apitoyé dans sa voix. Étant donné tout le reste. Je souriais et changeais de sujet. Pendant ce temps, James et moi construisions une vie magnifique. Nous avons acheté un Pantouz à Tribeca. Nous avons beaucoup voyagé. Paris, Tokyo, Le Cap, Buenos Aires. Nous organisions des dîners avec des gens fascinants. Je suis devenu associé dans mon cabinet. James a été nommé chef du service de chirurgie cardio-thoracique à Mount Sinai. Nous avons fait la une de Forbes pour notre travail philanthropique commun. Nous avions créé une fondation finançant la recherche et le traitement en santé mentale. L'article incluait des photos d'un gala où je portais une robe émeraude et James était magnifique en smoking. Mes parents ne l'ont jamais vu. Ils ne suivaient pas ma vie professionnelle d'assez près. Comment va le travail, demandait papa pendant les fêtes. Bien, répondais-je. Ne mentionnant jamais la promotion, les clients importants, les récompenses de l'industrie. C'est bien, ma chérie, disait-il, se tournant déjà pour interroger mon frère sur son poste de vendeur de niveau intermédiaire. L'invisibilité était stratégique. Je les regardais révéler leur véritable visage, quand ils pensaient que j'étais moins que ce que j'étais. Et ce qu'ils ont révélé était dévastateur. Chaque fête apportait de nouveaux commentaires, de nouveaux rappels de mes supposées limites. Ton frère amène sa petite amie. Une fille si charmante.
Sous-entendu, contrairement à toi, il est aimable. Nous sommes si fiers de la nouvelle maison de Sarah. Sous-entendu, au moins quelqu'un dans la famille a une vie normale. Ce n'est pas grave d'être seul, Alex. Certaines personnes le préfèrent. Sous-entendu, tu es trop brisé pour autre chose. J'ai tout documenté. Notes mentales, enregistrements vocaux sur mon téléphone, un journal de chaque commentaire méprisant, de chaque regard apitoyé, de chaque rappel qu'il me considérait comme fondamentalement indigne d'amour. Pourquoi continues-tu à aller à ces dîners? A demandé James après un Thanksgiving particulièrement brutal. Parce que je suis en train de monter un dossier, ai-je dit. Quand je leur dirai enfin la vérité, je veux qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont manqué, exactement ce que leurs suppositions leur ont coûté. Le point de rupture est arrivé à Noël 2024. 3 ans après le commentaire initial trop abîmé, 2 ans après mon mariage. Nous étions chez maman et papa. Toute la famille était réunie, mon frère et sa petite amie, ma cousine Émilie et son mari, tante Karen, mamie Rose, oncle Ted. La conversation a dérivé, comme toujours, vers les relations et les étapes familiales. Émilie est enceinte, a annoncé tante Karen. Elle doit accoucher en juin. Les félicitations ont inondé la table. Des toasts ont été portés. Émilie rayonnait. Puis maman s'est tournée vers moi. Ce n'est pas grave que tu ne connaîtras jamais ça, Alex. Tu as ta carrière. J'ai posé mon verre de vin avec précaution. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne le connaîtrai jamais? Eh bien, tu n'es pas en couple, étant donné tes problèmes. Quel problème? J'ai gardé ma voix agréable, curieuse. Tu sais, ton anxiété, ta thérapie, le fait que tu sois si difficile. Elle l'a dit comme si c'était une évidence, de notoriété publique. Tu es trop abîmé pour que quiconque puisse t'aimer. Nous l'avons accepté. Tu devrais le faire aussi. Le silence s'est fait à table. Tout le monde semblait mal à l'aise, mais personne n'a rien dit. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai quelque chose à vous montrer. J'ai ouvert mes photos et j'ai sorti l'album de mariage. 87 photos soigneusement sélectionnées du plus beau jour de ma vie. Maman, quel est ton email? Pourquoi? Dis-le-moi, c'est tout. Elle l'a récité, confuse. J'ai tapé rapidement, puis j'ai appuyé sur envoyer. Vérifie ton téléphone. Son téléphone a sonné. Elle a ouvert l'email et j'ai regardé son visage changer. L'album de mariage s'est chargé. La page de titre, Dr Alexandra et Dr James Morrison. 15 juin 2022. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle murmuré. Mon mariage. Fait défiler. Ses mains tremblaient pendant qu'elle balayait l'écran. J'avais organisé les photos délibérément. D'abord, moi et le gouverneur. Deuxièmement, James et le sénateur Williams. Troisièmement, le lieu, spectaculaire et coûteux. Quatrièmement, moi dans ma robe Vera Wang. Cinquièmement, les 400 invités remplissant le Metropolitan Club. Tu t'es marié. La voix de papa était étranglée. Il y a 2 ans. Magnifique cérémonie. Réception encore meilleure. 400 invités. J'ai bu une gorgée de vin. 0 membre de la famille. Nous n'avons pas été invités. La voix de grand-mère était faible. Non, aucun d'entre vous ne l'était. J'ai désigné mon téléphone, que maman faisait toujours défiler. Vous verrez la liste des invités sur ces photos. Le gouverneur Richardson, le sénateur Williams, 3 PDG d'entreprises du Fortune 500, le doyen de la faculté de médecine de Columbia, le procureur général de l'État, un lauréat du prix Pulitzer. Environ 390 autres personnes qui ne pensent pas que je suis trop abîmé pour l'amour. La main de maman s'est figée sur une photo de James et moi coupant notre gâteau à cet étage. Qui est-il? Dr James Morrison, chef du service de chirurgie cardio-thoracique à Mount Sinai. Nous sommes ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 2. J'ai souri. Il pense que je suis extraordinaire. Pas abîmé, pas brisé. Extraordinaire. Le silence était absolu. Pourquoi n'avons-nous pas été invités, a demandé tante Karen tranquillement. Parce que vous étiez tous à ce dîner de Noël il y a 3 ans.
Vous avez tous entendu maman me traiter de trop abîmé pour l'amour. Vous avez tous entendu papa dire que je devrais accepter d'être seul. Et pas un seul d'entre vous n'a rien dit. Pas un seul d'entre vous ne m'a défendu. Vous avez juste hoché la tête ou gardé le silence. J'ai sorti à nouveau mon téléphone et j'ai joué un enregistrement vocal. Ma propre voix, tremblante de douleur. Note mentale. 25 décembre 2021. Maman a dit que je suis trop abîmé pour que quiconque puisse m'aimer. Papa était d'accord. Mamie a hoché la tête. Tante Karen a détourné le regard. Personne n'a exprimé son désaccord. Personne n'a dit que j'étais digne d'amour. Ils ont décidé que mon traumatisme me rendait indigne d'être aimé. L'enregistrement s'est arrêté. J'ai gardé des archives, ai-je dit d'un ton conversationnel. Chaque commentaire, chaque mépris, chaque rappel que vous me voyez comme brisé. 3 ans de documentation. Pour que, lorsque ce moment arriverait, vous ne puissiez pas nier ce que vous aviez dit, ce que vous aviez cru de moi. Émilie pleurait. Mon frère avait l'air choqué. Le visage de grand-mère s'était décomposé. Alex, ma chérie, nous ne voulions pas, a commencé maman. Si, vous le vouliez. Vous le pensiez absolument. Vous croyez sincèrement que j'étais trop abîmé pour l'amour. Alors, j'ai pris une décision. Quiconque croyait cela ne méritait pas de me voir être aimé, ne méritait pas d'être témoin de mon bonheur, ne méritait pas de rencontrer l'homme qui pense que je suis la personne la plus remarquable qu'il ait jamais connue. Je me suis levé et j'ai sorti une autre photo, une photo récente du gala de Forbes. James et moi, superbes en tenue de soirée, avec la légende, les docteurs Alexandra et James Morrison, fondateurs de la Fondation Morrison et pour la recherche et le traitement en santé mentale. Leur fondation a levé 12 millions d'euros pour financer des programmes de traitement innovants et la recherche. J'ai posé la photo sur la table. Voici qui je suis. C'est la vie que j'ai construite, le mariage que j'ai, l'impact que j'ai. Et vous avez tout manqué parce que vous aviez décidé que j'étais brisé. Nous sommes désolés, a dit papa, la voix rauque. Nous avions tort. Nous avions tellement tort. Vous aviez tort. Vous aviez complètement tort. Et cela vous a coûté. Ça vous a coûté mon mariage. Ça vous a coûté 2 ans sans connaître votre gendre. Ça vous a coûté de faire partie de notre vie. Ça vous a tout coûté. Maman pleurait maintenant ouvertement. Pouvons-nous le rencontrer? Pouvons-nous nous excuser? Pourquoi devrais-je vous le permettre, ai-je demandé simplement. Vous avez eu 5 ans pour me voir clairement. 5 ans pour poser de vraies questions sur ma vie. 5 ans pour remarquer que j'étais heureuse. Mais vous étiez trop investi dans l'idée de me voir comme brisée pour remarquer que j'étais entière. Mon frère a enfin trouvé sa voie. Alex, ce n'est pas juste. Tu as délibérément caché ta relation. L'ai-je fait, me suis-je tourné vers lui? Ou n'as-tu simplement jamais demandé? Je n'ai jamais menti. J'ai juste cessé de donner des informations à des gens qui avaient déjà décidé à quoi ressemblait ma vie. Tu aurais pu nous le dire. J'ai sorti plus de photos sur mon téléphone. Voici nous à Paris au printemps dernier. Voici notre pentouse à Tribeca. 3 chambres, 2000 pieds carrés, d'une valeur de 4,2 millions d'euros. Voici nous avec la famille de James qui, elle, pense que je suis merveilleuse. Voici le gala de la fondation. Voici moi devenant associé dans mon cabinet. Voici James recevant le prix du médecin d'excellence. Je leur ai montré photo après photo. La preuve d'une vie riche, pleine, réussie, heureuse. Voilà ce que vous avez manqué, ai-je dit. Non pas parce que je l'ai caché, mais parce que vous n'avez jamais regardé. Vous étiez trop occupé à me plaindre pour voir que je n'avais pas besoin de votre pitié. Tante Karen a pris la parole, sa voix hésitante. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je ne sais pas si vous le pouvez, ai-je dit. Honnêtement, le mal ne concerne pas seulement le fait d'avoir manqué le mariage. Il s'agit de 3 ans de supposition. 3 ans à me traiter comme si j'étais inférieur. 3 ans à croire que j'étais trop brisé pour mériter l'amour. Nous t'aimons, a dit maman désespérément. Vraiment? Parce que l'amour signifie voir les gens clairement. Vous ne me voyez pas du tout. Vous voyez vos suppositions, vos peurs, votre compréhension limitée de ce à quoi ressemble la plénitude. J'ai pris mon manteau.
Je dois partir. Ne pars pas, appelez des grands-mères. S'il te plaît, Alex. Nous voulons arranger les choses. Alors commencez par comprendre ce que vous avez fait. Vraiment le comprendre. Vous n'avez pas seulement manqué une fête. Vous avez manqué de voir votre fille être célébrée par 400 personnes qui voient sa valeur. Vous avez manqué de rencontrer un homme qui la trouve extraordinaire. Vous avez manqué 2 ans de son bonheur. Vous avez tout manqué parce que vous ne pouviez pas voir au-delà de vos propres préjugés. Je me suis dirigé vers la porte. Avant de partir, je me suis retourné. Je vous enverrai l'album de mariage complet, ai-je dit. Toutes les 847 photos. Regardez chacune d'entre elles. Voyez la célébration dont vous n'avez pas fait partie. Voyez les gens qui étaient là pour moi quand vous aviez décidé que je ne valais pas la peine d'être soutenu. Regardez vraiment ce que vous avez manqué. Quand te reverrons-nous? A demandé papa, la voix brisée. Je ne sais pas. Je dois parler à James. Pour savoir si nous voulons des gens dans nos vies qui ont passé des années à croire que j'étais indigne d'être aimé. Pour savoir si vous avez gagné le droit de nous connaître. S'il te plaît, maman. Nous ferons n'importe quoi. Alors prouvez-le. Prouvez que vous pouvez me voir clairement. Prouvez que vous comprenez ce que vous avez fait. Prouvez que vous êtes capable de me voir comme entière. Je suis parti. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic. Dans la voiture, j'ai appelé James. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Je leur ai montré les photos du mariage. Tu aurais dû voir leur visage. Rentre à la maison, a-t-il dit doucement. J'ai fait du chocolat chaud. Nous pourrons parler de tout. Notre pantouse était chaleureux et accueillant. Les lumières de Noël scintillaient sur notre sapin. James m'a accueilli à la porte avec une étreinte. Raconte-moi tout, a-t-il dit. Je l'ai fait. Toute la confrontation, le visage de maman, ce choc. Les enregistrements que j'avais joués, les photos que j'avais montrées. Le regrettes-tu, a-t-il demandé. J'ai réfléchi attentivement. Non. Ils avaient besoin de voir ce que leurs suppositions leur ont coûté. Ce que croire que j'étais brisé leur a coûté. Et maintenant? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils changeront. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous allons bien. Il m'a embrassé le front. Nous allons plus que bien. Nous sommes heureux. Nous sommes aimés. Nous sommes exactement là où nous sommes censés être. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. J'ai regardé chaque photo. Je vois ce que nous avons manqué. Je vois à quel point nous avions tort. Je te vois être célébrée et aimée et entière. Je suis tellement désolé. Nous sommes tous tellement désolés. S'il te plaît, donne-nous une chance de faire mieux. J'ai montré le texto à James. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-il demandé. Je veux y réfléchir. Ils n'obtiennent pas un pardon immédiat simplement parce qu'ils sont désolés. Ils obtiendront le pardon si et quand ils changeront vraiment. C'est juste. Un autre texto. Celui-ci de grand-mère Rose. Tu es si belle dans ta robe de mariée. Si heureuse. J'ai honte que nous n'ayons pas été là. Honte de ce que nous avons cru de toi. Pouvons-nous parler bientôt? Puis mon frère. Je ne t'ai jamais défendu. J'aurais dû. Je suis désolé. Puis tante Karen. J'ai regardé les 847 photos. Chacune d'entre elles. Tu étais entouré de gens qui t'aiment. Je veux être l'une de ces personnes, si tu me le permets. Les textos continuaient d'arriver. Des excuses, des regrets, des demandes pour une autre chance. Ils m'envoient tous des textos, ai-je dit à James. C'est un début, a-t-il dit. Pas une solution, mais un début. J'ai accepté de rencontrer maman et papa pour un café. Terrain neutre. 1 heure. Ils sont arrivés l'air pluvieux, fatigués. Les yeux de maman étaient rouges. Les mains de papa tremblaient légèrement. Nous avons commencé une thérapie, a dit maman immédiatement. Individuelle et de couple, pour essayer de comprendre comment nous sommes devenus des personnes qui qualifieraient leur propre fille d'abîmée. Et, ai-je demandé. Nous avons projeté nos peurs sur toi, a dit papa tranquillement. Ton anxiété, ta thérapie,
ça nous a fait peur. Nous ne comprenions pas. Alors, nous avons décidé que ça te rendait brisé au lieu de faire le travail de comprendre que tu étais juste humaine. Nous avons échoué avec toi, a ajouté maman. Pendant des années, nous t'avons fait sentir indigne alors que tu étais extraordinaire. Nous t'avons fait cacher ton bonheur parce que nous ne pouvions pas te célébrer correctement. J'écoutais, sans interrompre. Nous avons regardé les 847 photos, a poursuivi papa. Nous t'avons vu être acclamé par un gouverneur, danser avec un sénateur, rire avec des amis, regarder James comme s'il était le centre de l'univers. Nous avons vu tout ce que nous avons manqué. Et nous comprenons maintenant, a dit maman. Tu ne nous as pas exclus pour être cruel. Tu nous as exclus parce que nous t'avions déjà exclus en ne croyant pas en toi, en ne voyant pas ta valeur, en ne célébrant pas qui tu étais vraiment. Oui, ai-je dit simplement. Pouvons-nous le rencontrer, a demandé papa. Ton mari. Pouvons-nous essayer de faire partie de votre vie? Je les ai considérés, les ai vraiment regardés. Ils semblaient sincères, brisés par leur propre réalisation. Humble. Peut-être, ai-je dit. Mais à des conditions. N'importe lesquelles, a dit maman rapidement. Vous n'avez pas le droit de demander à James d'expliquer pourquoi il m'aime. Vous n'avez pas le droit de faire référence à mes problèmes ou à mon état d'abîmé. Vous n'avez pas le droit de traiter notre mariage comme quelque chose de surprenant ou d'improbable. Vous nous traitez comme n'importe quel autre couple, avec respect et normalité. D'accord, a dit papa. Et vous travaillez sur vous-même. Continuez la thérapie. Continuez à examiner les préjugés qui vous ont permis de me voir comme brisé. Continuez à prouver que vous êtes capable de changer. Nous le ferons, a promis maman. Et une dernière chose, ai-je dit. Vous vous excusez auprès de James pour les années que vous auriez passées à douter de lui si vous aviez su pour nous. Pour la supposition que quiconque m'aimait devait se contenter de peu ou se tromper. Ils ont tous les deux hoché la tête, les larmes coulant. Nous ferons tout cela, a dit papa. Quoi qu'il en coûte. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à James. Tu es libre pour dîner ce week-end? Les parents veulent te rencontrer. Sa réponse a été immédiate. Je suis prêt si tu le es. J'ai regardé mes parents. Samedi, 19h, chez nous. Vous rencontrerez James. Vous verrez notre maison. Vous commencerez à apprendre qui nous sommes vraiment. Merci, a sangloté maman. Merci de nous donner une autre chance. Ne me remerciez pas encore, ai-je dit. Méritez-la. Prouvez que vous pouvez me voir clairement. Prouvez que vous avez changé. Ils sont arrivés pile à l'heure, nerveux et trop habillés. Je les ai fait entrer dans notre pentouse. C'est magnifique, a soufflé maman, admirant les baies vitrées, la collection d'art, les meubles élégants. James est sorti de la cuisine, superbe dans un pull décontracté et un pantalon. Il a tendu la main à papa. Monsieur est. Madame est. Je suis James. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. J'ai observé mes parents attentivement, les regardant absorber la confiance de James, sa chaleur, sa réussite évidente. Docteur Morrison, a dit papa en lui serrant la main. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. S'il vous plaît, appelez-moi James. Et Alex m'a dit que vous vouliez vous excuser. J'apprécie cela. Nous nous sommes assis dans le salon. James a servi du vin. La conversation a commencé maladroitement mais est devenue plus facile. James leur a parlé de son travail, de ses recherches, de son enseignement. Maman et papa posaient des questions. De vraies questions. Sincèrement intéressés. Puis maman a pris une profonde inspiration. James, nous devons vous dire quelque chose. Je vous écoute. Nous avons passé des années à croire que notre fille était trop abîmée pour l'amour. Que son anxiété et son traumatisme la rendaient brisée. Nous avions tort. Complètement, terriblement tort. Et si nous avions su pour vous plus tôt, nous aurions probablement douté de vous. Douté des raisons pour lesquelles vous l'avez choisi. Nous avons honte de cela. Et nous sommes désolés. James m'a regardé, puis s'est tourné vers eux. Alex n'est pas abîmée. Elle est résiliente. Son anxiété ne la rend pas faible. Elle la rend empathique. Sa thérapie ne la rend pas brisée. Elle la rend consciente d'elle-même.
C'est la personne la plus forte et la plus remarquable que j'ai jamais connue. Et je suis honoré qu'elle m'ait choisi. Maman s'est mise à pleurer. Les yeux de papa étaient humides. C'est ce que nous aurions dû voir, a dit papa tranquillement. C'est ce qu'elle a toujours été. Nous n'avons simplement pas pu voir au-delà de nos propres peurs. La soirée a continué. Dîner que James avait préparé. Plus de conversations. Des histoires sur notre rencontre. Notre premier rendez-vous, la demande en mariage, des versions soigneusement éditées de la planification de notre mariage. Pouvons-nous voir plus de photos, a demandé maman. Du mariage. J'ai sorti l'album physique, le magnifique livre relié en cuir que notre photographe avait créé. Ils ont regardé chaque page, chaque photo, la cérémonie, la réception, les invités, les détails. C'était parfait, a dit maman en touchant une photo de moi et James à l'hôtel. Absolument parfait. Ça l'était, ai-je convenu. Tous ceux qui auraient dû être là étaient là. La critique implicite a fait mouche. Ils ont hoché la tête, l'acceptant. Nous ne pouvons pas récupérer ce jour, a dit papa. Mais peut-être que nous pourrons être là pour les jours futurs. Les anniversaires, les fêtes, tout ce dont vous nous permettrez de faire partie. J'ai regardé James. Il m'a serré la main. Peut-être, ai-je dit. Si vous continuez à faire le travail. Si vous continuez à prouver que vous me voyez clairement. Si vous vous montrez comme des personnes qui nous célèbrent au lieu de douter de nous. Nous le ferons, a promis maman. Absolument. Ils sont partis vers 22 heures. Des étreintes qui semblaient hésitantes mais sincères. Des promesses de rester en contact. De la gratitude pour cette chance. Après leur départ, James et moi sommes restés à notre fenêtre, regardant les lumières de la ville. Tu penses qu'ils vont vraiment changer? A-t-il demandé. Je ne sais pas, mais je leur ai donné la chance. Ce qu'ils en feront dépend d'eux. Aucun regret de leur avoir montré les photos. J'ai pensé aux 2 dernières semaines, à la confrontation, aux conséquences, aux conversations difficiles, à la reconstruction hésitante. Aucun regret, ai-je dit. Ils avaient besoin de voir ce que leurs suppositions leur ont coûté. Ils avaient besoin de comprendre que me traiter d'abîmé avait des conséquences. Mission accomplie, a dit James en me serrant contre lui. Mission accomplie, ai-je acquiescé. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Merci pour ce soir, de nous avoir permis de rencontrer James, de nous avoir donné un aperçu de votre belle vie. Nous ne méritons pas ta grâce, mais nous en sommes reconnaissants. Je t'aime. J'ai montré le texto à James. Des progrès, a-t-il demandé. Des progrès, ai-je confirmé. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas réglé, mais c'était un mouvement dans la bonne direction. Et peut-être que c'était suffisant pour le moment. Parce que la vérité était que je n'avais pas besoin d'eux pour que ma vie soit complète. James et moi avions construit quelque chose de magnifique sans leur approbation. Nous avions créé un mariage, un foyer, une communauté qui nous célébrait exactement tels que nous étions. Ils avaient manqué le mariage. Ils avaient manqué 2 ans de notre bonheur. Ils avaient tout manqué parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de leurs préjugés. Mais j'avais prouvé mon point de vue. Je leur avais montré exactement ce que leurs suppositions leur avaient coûté. 400 invités, 0 membres de la famille. L'élite de la liste Forbes célébrant une femme qu'ils avaient qualifiée de trop abîmée pour l'amour. Et maintenant, mes parents commençaient à comprendre. Je n'avais jamais été brisé. Ils n'avaient simplement pas pu me voir clairement. Mais je m'étais assuré qu'ils voient les preuves. Toutes les 847 photos. Et ces preuves vivraient avec eux pour toujours. Un rappel de ce qu'ils avaient manqué, de ce qu'ils avaient perdu, et de ce qu'ils devraient regagner. Un dîner à la fois, une supposition changée à la fois, un pas vers le fait de me voir vraiment, à la fois. Le voyage n'était pas terminé, mais il avait commencé. Et c'était déjà quelque chose.